Et là, j'avoue que j'ai un petit peu préparé tout ça à la dernière minute, car Adrien m'a un petit peu lâché. Enfin, c'est pas de sa faute, il pouvait pas venir à cause d'un empêchement. Il est coincé à un endroit où il a pas internet, un petit peu loin. Du coup, j'ai su ça hier. À la base, l'idée de le sujet qu'on devait traiter, c'était plutôt une de ses idées. Donc c'était l'article que je suis en train de montrer. Du coup, j'ai regardé un petit peu, mais j'ai pas énormément regardé non plus. Donc je vais faire moitié ça, moitié un autre sujet, moitié un truc juste what the fuck, anecdote rigolote vue sur Twitter. On va voir ce que ça va donner. Et la conclusion de ce premier élément de revue de presse, ça va être plus un... Je vous montre comment est-ce que on prépare une revue de presse, enfin comment est-ce que je prépare une revue de presse avec Simon et avec Adrien, et si ce n'est que je vous le montre en process non abouti et en mode débrouillez-vous avec ça et tirez vos conclusions vous-même vu que le boulot est pas exactement terminé. Donc il y a eu cet article qui est sorti sur le Progrès qui semble relativement rigolo vu qu'il est titré Voyants, sorcières, marabouts. 90 à 95% sont des charlatans. Alors c'est un petit peu surprenant quand on a une approche, disons, rationaliste athée de ce genre de choses parce que instinctivement on se dit que bah, c'est plutôt 100% au final qui sont des charlatans. Donc pourquoi 90 à 95 parce qu'il se base sur des affirmations de l'INAD, qui est l'Institut des Arts Divinatoires, qui réagit à une affaire de Presse People d'une candidate des Marseillais qui s'est fait grosso modo arnaquer par une voyante qui lui a piqué 1,2, enfin qui lui a piqué, lui a fait payer 1,2 million d'euros en 4 ans. Voilà, bref, et qui maintenant regrette et maintenant réalise qu'elle s'est fait manipuler, quoi. Du coup, donc l'INAD, donc cet institut des arts divinatoires qui ressemble à une espèce de syndicat de voyants, répond en dénonçant les arnaqueurs parmi les praticiens de la divination et explique qu'il y en a 90 à 95 qui sont des charlatans notoires. Ok. Soit ils ont l'air fort sympathiques et après tout pourquoi pas. Enfin je veux dire on peut tout à fait partir du principe et alors aussi petit préambule, hein. C'est une revue de presse sur un sujet que je ne maîtrise pas des masses. J'aurais aimé davantage le bosser. C'est pas du tout mon domaine de compétences. Je sais qu'il y a un sceptique, Astroscept, qui fait du bon boulot à ce niveau-là, qui est un ancien tenant de la voyance, un ancien quelqu'un qui à une époque se pensait voyant, disons, et qu'il a tout un discours qui est intéressant et qui a l'air d'être parfaitement juste sur le fait que, eh bien, il y a un corpus théorique de la voyance que généralement les gens qui critiquent la chose ne maîtrisent absolument pas, auquel beaucoup de sceptiques ne se sont même pas intéressés et donc ça va un petit peu, je rentre du coup en reprenant un peu à l'arrache son discours en espérant ne pas trop le déformer, mais et donc du coup il n'est pas absurde de se dire qu'il y a des voyants qui y croient, qui maîtrisent ce corpus théorique et qui donc critiquent d'autres voyants, enfin d'autres gens qui se prétendent voyants, qui eux ne maîtrisent pas ce corpus théorique et donc qui de leur point de vue font n'importe quoi et
aussi, il est tout à fait envisageable que, oui, et même ça me semble assez évident, qu'un certain nombre de personnes qui vendent leurs services en voyance soient intimement convaincus qu'ils ont des dons, tandis qu'une autre fraction de ces gens ne le pensent pas du tout et savent qu'ils disent de la merde. L'exemple, me semble-t-il, qui est généralement cité, c'était les Hello Biolink. C'est les trucs de magazine là, c'est pas les astrologues de magazine, c'est le truc où t'as les béliers les béliers vont les horoscopes, merci Megan. C'était le mot que je cherchais. Les horoscopes de magazine où assez notoirement c'est fait par des gens qui n'ont aucun intérêt particulier pour la voyance, aucune formation particulière, voire c'est même, je crois, assez souvent fait par des algorithmes qui génèrent automatiquement des phrases ou qui vont piocher dans une base de données et qui génèrent automatiquement l'horoscope du jour. Ok. Euh, Elle rentre dans du 34. Je regarde la page publique de Clara Moreau. Elle rentre dans du 34 suite à cette histoire. C'est l'information fil conducteur de la bio. Eh bien, soit. Je sais pas du tout, ne serait-ce que à quoi elle ressemble. On regardera éventuellement après. Mais je me suis vraiment arrêté à l'article du Progrès et voilà. Et bon, du coup, on continue dans l'article. Ils expliquent que, ok, du coup, je vais regarder si elle est mignonne. Il s'interroge, est-ce que cette affaire véhicule une fausse image du vaudou, vu que son astrologue en question, enfin cette voyante en question disait faire de la magie noire, etc. Enfin, devait se réclamer du vaudou. Et il y a ce passage qui est assez surprenant de la part donc d'astrologues, médiums, voyants, où il dénonce, donc c'est l'INED qui parle là, c'est donc l'INAD pardon qui parle, cet Institut des Arts Divinatoires qui parle, et qui s'offusque en disant spécialisé dans l'exploitation de la détresse humaine, ces voyous s'autoproclament faussement voyants, médiums, sorciers, marabouts, et profitent de leur ascendant néfaste pour asseoir leur pouvoir imaginaire sur des personnes passablement fragiles, tourmentées par les aléas de la vie. L'État, malgré nos démarches, réitérées depuis des années, ne bouge pas d'un iota. Hors de telles pratiques, contraindre un esprit par un autre sont considérés comme étant une atteinte à l'intégrité morale et physique de la personne et constituent un viol de l'esprit. Enfin bon, ils sont pas loin de parler de dérives sectaires pour les voyants, et cette association de voyants semble fort sympathique à vue de nez, dans la mesure où ils tiennent un discours qui pourrait tout à fait être tenu par des sceptiques. Donc du coup, quand Adrien m'envoie cet article, donc je sais qu'il a davantage regardé de son côté, qu'il a préparé des trucs, mais je fouille un peu le truc et j'essaye de regarder un petit peu sur ce que c'est que l'INAD, et j'oublie de regarder ce à quoi ressemble Carla Moreau, ce que je vais immédiatement corriger. Donc Carla Moreau, elle ressemble à quoi? Pardon. Hop. Ok. Bah ouais, en effet, elle est plutôt mignonne. Voilà. Bon, c'est l'honneur qui a demandé. Du coup, écoute, je vais sur le site de l'INAD, et en effet, quand on va sur le site de l'INAD, d'un point de vue athée, rationaliste, qui ne croit pas à ce genre de choses, il y a plein de choses qui font carrément plaisir. Donc on voit que ça, c'est leurs articles de blog qui sont essentiellement consacrés au fait de critiquer le manque de contrôle
contrôle sur l'organisation de la voyance en France, ne serait-ce que les titres, hein, voyance illusoire et prédiction destructrice, une fausse sorcière dans la tourmente. Je ne vais pas aller trop dans le détail. Fausse sorcière dans la tourmente, je crois que c'est justement l'article dont on parlait tout à l'heure, qui était cité de l'autre côté. Celui-là, pour le coup, est un article positif sur la voyance dans les traditions africaines. Mais la plupart de leurs articles sont très critiques et ne seraient pas reniés par des zététiciens. Alors, justement, donc Simon, tu me demandes qui sont ces gens. Justement, c'est là que j'arrive à un endroit où j'aurais voulu faire davantage de recherches et où, étant donné qu'à la base c'était Adrien qui était motivé, que j'ai appris hier qu'il pourrait pas aujourd'hui, du coup je savais pas trop si je prenais autre chose, etc. J'ai pas poussé suffisamment les trucs. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un autre aspect. C'est l'aspect, l'INAD donne un annuaire des professionnels, donc globalement, ils critiquent la voyance comme étant les voyants comme étant, 90 à 95% des voyants comme étant des arnaqueurs, mais leur site sert aussi à pointer, mais regardez, les voyants, les voyants ne sont pas tous des arnaqueurs, et voilà la liste des gens sérieux qui, si jamais ils adhèrent à de telles critiques, bien évidemment, ne peuvent pas faire de la merde. Et en fait, il y a les contacts, les sites web, etc. Donc c'est un annuaire ça peut aussi se voir comme une espèce de lutte interne entre différents groupes pour s'accaparer le marché de la voyance. Donc, j'aurais bien aimé trouver et présenter davantage de critiques sur l'INAD, et je suis sûr en plus qu'il en existe, que ça a déjà été fait dans le milieu sceptique, etc. Donc, mais je n'ai pas eu le temps de le faire, tandis que Andy arrive dans le chat. Coucou Andy. Donc mais ceci dit, j'en ai quand même trouvé une qui est relativement intéressante, qui s'offusque que l'INAD ait été viré de Wikipédia. Enfin, non, pas qui s'offusque, justement, qui se réjouit que l'INAD ait été viré de Wikipédia, sûrement parce qu'ils avaient un article Wikipédia qui devait être de l'autopromotion un petit peu éhontée. Je crois que c'est dans les archives de Wikipédia. J'ai pas recherché, ils ont plus de pages à l'heure actuelle, mais je crois qu'on peut regarder l'historique des pages qui ont été détruites dans Wikipédia. Et globalement, ce que critique cet article, c'est à peu près ce que je viens de dire, et c'est entre autres que l'INAD s'autoproclame institut, je ne sais plus quel était le terme, il me semble, oui, Institut national des arts divinatoires, et globalement que ce n'est, oui voilà, je vous informe que cet institut n'en est pas un au sens légal du mot, ni public ni privé. Donc, ils expliquent a priori qu'il y a une procédure judiciaire qui a été engagée contre eux, au motif que si je comprends bien, pareil, j'ai sans doute un petit peu trop survolé tout ça. C'est une revue de presse mal préparée. Je vous avais prévenu en introduction. Globalement, ce que dit cette personne, c'est qu'ils ne sont pas légitimes pour représenter les voyants. Ils sortent de nulle part. Ils s'autodéclarent institut alors qu'ils sont rien du tout, ce qui correspond à de la manipulation, ce genre de choses. Et que d'autres gens pensent comme ce cher Dan Martin, puisque ils ont été virés de Wikipédia. Ceci étant dit, Dan Martin, il est astrologue en fait.
Donc, bon, le côté, on est dans des petites guéguerres entre astrologues, bah, on l'a ici aussi. On peut, je n'ai pas suffisamment fouillé la chose, comme je vous disais en introduction, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des petites bisbilles entre Dan Martin et les gens de l'INAD. Ceci étant dit, une manière de répondre, c'est que malgré tout, bon, le fait de s'autoproclamer institut, tout ça, il y a un certain nombre de choses qui semblent vraiment touchy et pas et peu légitimes, enfin suspectes au niveau de l'INAD, et je suis pas capable d'évaluer moi à quel point est-ce qu'ils sont suspects. Ils sont peut-être hyper suspects et peut-être qu'ils font des choses bien pires que ce qu'ils critiquent chez les autres astrologues, ou ils sont peut-être blancs comme neige. Je n'en sais rien. J'ai pas suffisamment d'infos pour me prononcer. Mais néanmoins, ils réclament un encadrement. Donc le fait de réclamer un encadrement, bah c'est aussi une solution à ce problème de s'autonomer institution et sortir de nulle part, etc. Enfin, si jamais il y avait un encadrement légal de la voyance, qui à vue de nez me semble être quelque chose de souhaitable, peut-être que ça aboutirait à ce que l'INAD disparaisse, mais ça aboutirait à ce qu'il y ait quelque chose qui soit créé pour encadrer ça. Et le dernier truc que j'ai un petit peu regardé, c'est leur charte de déontologie, qui est à vue de nez plutôt cool. Donc ils ont un petit passage où ils disent que tout professionnel doit refuser les consultations destinées à des personnes passablement fragiles ou accro à la voyance, à moins qu'il s'agisse d'un travail d'écoute équivalent à une psychothérapie à des fréquences raisonnables. Il est important que cela soit précisé et acté formellement par écrit, si possible, avant toute consultation. Ok, soit ça ressemble à un casino qui explique des règles sur comment est-ce qu'il faut gérer des addicts au jeu, quoi. Réguler ne serait-ce pas légitimer, dit Simon dans le chat. Et je pense que tu as tout à fait raison. Réguler, c'est en effet en partie légitimer. Et je pense que c'est l'un des trucs qui pose problème, j'imagine, et qu'un certain nombre de personnes doivent pas avoir envie de réguler ce genre de choses. Je pense que tu as tout à fait raison là-dessus. Après, mais peut-être sûrement est-ce déjà le cas en vrai. Après, on peut imaginer une régulation qui ne fasse pas apparaître le mot voyance là-dedans, mais il y a sûrement déjà des régulations justement sur l'addiction, sur ce genre de choses, qui sont sans doute pas spécifiques à la voyance, mais qui doivent peut-être permettre de gérer ce genre de choses. C'est une très bonne remarque, en effet, Simon. Le praticien des arts divinatoires n'est tenu qu'à une obligation de moyens, utilisation de ses connaissances, de son savoir, donc pas une obligation de résultat. Ça, je l'ai surligné parce que je trouvais ça comme les gros ouinges de bœuf, frérot. J'ai pas, il manque un élément de contexte là. Ah oui, comme réguler les gros ouinges de bœuf, frérot. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Et qu'est-ce que j'avais souligné d'autre? Respect de la vie privée, secret professionnel. Bon, ça c'est des trucs assez lambda sécurisation des données, ce genre de choses. Le praticien s'interdit d'utiliser ces informations à d'autres fins que les activités de divination et de consultation. Tout consultant doit être informé de toute conservation, enregistrement de données nominatives, etc. Mais bon, enfin, à vue de nez, en regardant leur charte, tu te dis, oui, j'aimerais bien que tous les voyants... Ouais, en vrai, je suis pour les gros ouinges et la voyance. Ça ne m'étonne pas, Simon. Donc, legit à fond, ouais. Oui, enfin,
pense que c'est aussi mon cas, ça me semble. Enfin, le trade-off, vu que tu vas pas complètement interdire ce genre de choses. Et puis, enfin, bon. À la rigueur, moi je veux bien aussi imaginer que pour quelqu'un que finalement, si c'est fait de manière, si la personne cherche pas à l'arnaquer, si au final ça consiste à aller discuter de ses problèmes 1 heure par semaine avec quelqu'un et que le tarif est pas complètement abusif, je pense que les bases sont complètement fausses, mais je veux bien imaginer que pour certaines personnes, ça contribue à leur bien-être et ça ait un effet globalement positif sur leur vie, quoi. Même si ça me gêne quand même fondamentalement, parce qu'à mon avis, c'est quand même basé sur un truc qui ne marche pas. Et bon, par ailleurs, il y a eu un certain nombre de tests de ce genre de choses. J'ai pas compris le hashtag Mitterrand pour le coup. Ah oui, exact, Mitterrand qui voyait une voyante, ouais. Je sais pas pourquoi je pensais à Frédéric Mitterrand, donc lui c'était des choses beaucoup plus glauques que la voyance. Mais François Mitterrand, ouais, t'as raison, il voyait une voyante, Elisabeth Tessier, si je ne dis pas de bêtises. En effet. Tout à fait. Bah, du coup, c'est à peu près terminé pour cette première partie et je vais enchaîner sur mon deuxième sujet. Alors, c'est un petit peu dommage parce que je l'ai un peu choisi parce que ça fait longtemps que Rémi me demande de parler de François Bayrou, mais Rémi a une très bonne raison de ne pas pouvoir être là ce soir. Du coup, je vais parler de François Bayrou, mais sans Rémi, je devrais reparler de François Bayrou une prochaine fois. Donc, une petite news qui est passée complètement inaperçue récemment, c'est que il n'y aura pas de loi votée à l'Assemblée pour instituer une dose de proportionnelle dans les prochaines élections législatives. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en aura pas vraisemblablement parce que Macron n'était pas du tout motivé et que les différentes composantes de la majorité, à savoir La République En Marche, le MoDem et Agir, n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Globalement, le MoDem voulait de la proportionnelle, La République En Marche en voulait pas. La République En Marche est majoritaire à l'Assemblée nationale sans le MoDem. Pas de grand chose, je crois, mais il me semble. Du coup, que le MoDem réussisse à faire voter la proportionnelle avec, je sais pas, l'appui de la France Insoumise, c'était quand même globalement mal parti, on va dire. Mais c'est pas non plus un truc complètement neutre et anecdotique. Alors, pour rappel, quand Macron a gagné la dernière élection présidentielle, entre autres grâce à l'appui de Bayrou et du MoDem, qui n'était pas quelque chose de tout à fait dit de base. Bon, à la base, ce qu'on sentait, c'était que il y avait plus ou moins une espèce de petit accord, un petit peu puant de mon point de vue, entre Bayrou, contre qui j'ai pas grand chose, et Fillon, contre qui j'ai beaucoup de choses, où Bayrou avait sans doute un accord pour soutenir Fillon au second tour ou un truc du genre. Bon, Fillon s'est un petit peu craché, Macron a explosé, et il y a eu ce moment où Bayrou et Macron ont noué un accord. A priori, ça semblait relativement logique. Bayrou ne s'est pas présenté au premier tour de l'élection présidentielle et ça a laissé la voie libre à Macron. Et c'est quand même quelque chose de très important parce que Bayrou serait sûrement pas arrivé au second tour, mais Bayrou aurait peut-être sûrement pu réussir à faire 5% au vu de ses scores précédents. Enfin, 5%, ça semble relativement peu pour Bayrou. Et si jamais il piquait ces 5% à Macron, bah, ça voulait dire que Macron n'était pas forcément au second tour. Donc, c'était un accord relativement important. Alors, officiellement, c'est un accord qui s'est fait
complètement sur le fait qu'ils étaient en une communion de principes, ils ont discuté de différentes choses et tout de suite ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont dit François, Emmanuel, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Dans les faits, ce qu'on a appris quasiment instantanément à l'époque, c'était qu'il y avait surtout un gros accord électoral qui consistait à réserver 30% de circonscriptions gagnables aux législatives au MoDem. La communion de principes ni de droite ni de gauche, oui, c'est carrément, ouais, je suis exactement. Mais il y avait aussi un autre accord qui était un petit peu plus public. Donc dans ce moment, ils se sont regardés dans les yeux, ils se sont dit oh, nous pensons la même chose, travaillons ensemble, tout ça, tout ça. François Bayrou est censé avoir demandé 3 choses à Macron. La première, c'est une loi de moralisation de la vie politique. Bon, c'est pour ça que Bayrou a été l'éphémère ministre de la Justice de Macron avant d'exploser en vol sur l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, donc qui est pas... Enfin... complètement illégal, mais qui est peanuts par rapport à ce qu'on a vu par ailleurs dans les affaires de financement occulte de partis politiques. Hein. Mais bon, c'est sûr que ça l'a fouté mal que le ministre de la Justice chargé de mettre en place une loi de moralisation de la vie politique et une affaire sur le dos concernant le financement de son parti politique, donc ça le faisait mal. Il y a une dernière demande de Bayrou que j'avais complètement oubliée, qui était que la France résiste à la pente universelle qui cherche sans cesse à réduire la rémunération du travail indépendant ou du salarié. Ça, je pense que ça veut pas dire grand chose dans les faits. Enfin, c'est une gentille déclaration de principe, mais bon, ça m'avait pas marqué à l'époque. Et il y avait aussi enfin, je veux dire, c'est bien dans le principe de demander à ce que les salaires ne baissent pas, mais qui ne veut pas que les salaires ne baissent pas, quoi. Oui, tout à fait, Simon. Il a vachement moins viré les ministres ensuite, Macron, quand il y avait des affaires qui éclataient. Oui, non, c'est clair. Le gouvernement irréprochable, ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Et le dernier truc que Bayrou demandait à Macron, c'était l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives. Donc ça, on peut penser que Bayrou est relativement sincère là-dessus, dans la mesure où c'est pas la première fois que... Enfin, ça a toujours été une revendication du MoDem et de l'UDF avant ça. Je sais pas si c'était... je suis incapable de dire ce qu'en pensait l'UDF du temps de Giscard. Pareil, ça faisait partie des choses que je voulais regarder avant, mais je n'ai pas regardé, donc je ne sais pas. Ça peut assez facilement se comprendre. Je vais revenir là-dessus un petit peu après. Bon, pour historique, donc, ce qui était demandé, ce n'était pas la proportionnelle complète, qui est le système qu'il y a en Israël, etc. Et généralement, la critique, c'est oui, la proportionnelle, c'est un système hyper instable, quatrième République, tout ça, tout ça. Bon, dans les faits, à peu près tous les pays qu'il y a autour de nous ont au moins une dose de proportionnelle. L'Allemagne et l'Italie ont une dose de proportionnelle. L'Allemagne, c'est pas particulièrement un régime politique qui est réputé instable. Merkel et chancelière, j'allais dire depuis que l'Allemagne existe, c'est un petit peu exagéré, mais ça commence à faire plus d'une décennie, pas loin de... Ouais, elle est au pouvoir depuis combien de temps? 15 ans, je dirais, à vérifier. Mytho info.
Bref, donc la proportionnelle, ça ne fait pas forcément de l'instabilité. Euh, Pourquoi est-ce que... mais le problème pour instaurer la proportionnelle, c'est que généralement, les partis politiques en France sont pour la proportionnelle quand ils sont dans l'opposition et ils sont contre la proportionnelle quand ils sont au pouvoir. Ce qui est assez logique parce que globalement, quand tu es au pouvoir, tu es assez majoritaire. Et donc, bah, la proportionnelle, c'est limiter le pouvoir que le pouvoir que tu as. Tandis que, au contraire, garder le système actuel, c'est garder le système qui t'avantage. 16 ans chancelière, ouais, ça, ça va. C'est un peu instable, du coup, l'Allemagne, surtout qu'avant, c'était quand même un chancelier de gauche. Euh, Schröder, de gauche. Mais bref, on n'est pas dans l'instabilité extrême. Du coup, bah, pourquoi est-ce que Macron ne veut pas, maintenant qu'il est au pouvoir, sans doute sans doute parce qu'il se dit que si il gagne la prochaine présidentielle, bah, le fait d'instaurer la proportionnelle, ça aura sans doute tendance à l'affaiblir, vu qu'il sera l'un des partis les plus puissants à ce moment-là, si jamais il gagne la prochaine élection présidentielle. Et à mon avis, il y a aussi l'idée que lors des prochaines législatives, il est possible en imaginant que Macron gagne la prochaine présidentielle, il est possible qu'il perde les prochaines législatives. Ce ne serait pas un scénario. Moi, personnellement, ça me semble un scénario qui est assez envisageable, dans la mesure où le second tour Macron-Le Pen reste le second tour le plus probable. La victoire de Macron contre Le Pen semble toujours assez probable, hein, quoi qu'en disent les gens, mais par contre, c'est sûr que Macron n'a pas sa popularité qu'il avait lors de la dernière élection. Du coup, il est possible, en effet, que la République en marche soit minoritaire, enfin n'est pas la majorité elle seule, ni même avec le MoDem, à l'issue des prochaines législatives, même s'il gagne la présidentielle. Mais je pense que la logique de Macron est que bah, le fait de maintenir le système actuel lui permet d'avoir une plus grosse part du gâteau, et son positionnement politique centriste entre guillemets, même si enfin mythocentriste, hein, parce que globalement la position de Macron à l'heure actuelle, elle ressemble de plus en plus à la position de Sarkozy quand il était président, quoi. Enfin il est pote avec De Villiers, il a son ministre de l'Intérieur qui explique que quand même Madame Le Pen, vous êtes un peu molle, enfin bon bref, c'est moi qui pars dans du mais théoriquement parlant, enfin, vu la répartition de l'échiquier politique, c'est dur d'imaginer une majorité sans le centre, en fait, à l'heure actuelle. Si jamais le centre reste fort, si jamais le centre reste à 20%, disons, 20-25% des députés, bah, ni le bloc de droite, ni le bloc de gauche n'aura suffisamment de poids pour être majoritaire seul, sachant que tu auras aussi le bloc d'extrême droite. Alors, il faut espérer que le bloc plus à droite que Macron n'aura pas moyen de faire 50% avec le bloc d'extrême droite, mais bon, l'espace entre Macron et Marine Le Pen devenant fin comme un papier de cigarette, j'y crois moyen. Bref... voilà. Bon, tout ça, donc revue de presse assez peu préparée, mais bon, je pense que c'était relativement rigolo de parler un petit peu de cette actu. Donc, il n'y aura pas de proportionnel. Bayrou demande toujours un référendum, ce qui serait l'unique. L'espoir, c'est que l'extrême droite de Macron à Le Pen soit surreprésentée et donc diluée dans X candidats. Oui, ça, c'est l'hypothèse Zemmour candidat, ce qui est assez possible, ouais. Apparemment,
Il y a eu quelques articles qui sont passés disant que Zemmour consultait un certain nombre de personnes, si je dis pas de bêtises, Ménard, De Villiers, ce genre de gens, et qu'il était partant pour être candidat s'il avait l'appui de toutes ces personnes. Ouais. Bah, Darmanin, il va pas se présenter contre Macron. Splanchinik, désolé, ton pseudo est un peu compliqué à prononcer, dit Philippot, Darmanin, Maréchal Le Pen, ça fait du monde. C'est vrai. Ceci dit, Philippot, oui, il va se présenter. Je sais pas s'il fera grand-chose, mais ça peut contribuer à diluer, t'as raison. Darmanin, je le vois pas se présenter contre Macron. Maréchal Le Pen, ouais, mais Maréchal Le Pen, de ce que je comprends, de ce que j'avais lu, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de deal qui inclurait Maréchal Le Pen, De Villiers, Zemmour et Ménard. Du coup, elle serait pas candidate, elle serait peut-être derrière Zemmour. Après, si jamais Zemmour y va pas, peut-être qu'elle ira. Je sais pas trop. Ouais, Dream Team de ouf. Dream Team de ouf. Désolé pour le Nightbot. Simon, je sais pas si tu peux le calmer. Sachant qu'on n'est pas non plus... Enfin, je pense pas que ce sera le cas parce que ça a l'air d'être plus parti sur Bertrand et que l'espace est pas énorme, mais on n'est pas non plus sûr qu'on n'aura pas un candidat LR qui sera, tout autant d'extrême droite que ces gens-là. Enfin, y a eu des discours ALR qui avaient rien à envier au discours de Philippot. Hein. Enfin, Ouais, Laurent Wauquiez, exactement, qui est en train de faire son grand retour ALR. Après, je pense qu'il est pas parti pour. Mais bon, ça ce serait peut-être pas mal. Hein, la dilution. Allez, Wauquiez, Zemmour, Maréchal Le Pen, allez-y tous. Dupont-Aignan, exactement. Alors, Dupont-Aignan, je me demande pas. Gros doute là sur Dupont-Aignan. Non, Dupont-Aignan, je pense qu'il est solo pour le coup. Et pareil, hein, je dis ça en mode j'ai vu passer 2-3 articles. Je suis pas du tout sûr de mes sources hein, au niveau du deal, au niveau de Zemmour. Il y avait aussi Buisson dans les personnes consultées. Non, oui, je pense que Dupont-Aignan y était pas. Il n'y en a pas un peu plus jeune à LR et bien à droite, là, qui commence à percer. Jordan Bardella. Jordan Bardella, il n'est pas à LR. Il est... ouais. Bon. Voilà. C'est à peu près tout ce que... c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Et éventuellement, pour terminer, c'est plus une blague qu'autre chose. Mais je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a un porte-conteneur qui est coincé dans le canal de Suez, ou en tout cas qui était coincé dans le canal de Suez hier, et qui a provoqué un énorme embouteillage dans le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est tout petit et c'est là que passe la plupart du trafic maritime entre l'Europe et l'Asie, si je dis pas de bêtises, et entre autres pas mal de pétrole, semble-t-il aussi. Et ce charmant petit bateau, on voit pas ma souris. Pourquoi on voit pas ma souris? Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, on voit pas ma souris, j'ai dû merder au niveau de la capture, mais ce charmant petit bateau s'est coincé dans le canal de Suez. Bon, jusque-là, rien de particulièrement anormal. Alors, ce qui est rigolo, c'est la manière dont il s'est coincé. C'est-à-dire, vous voyez ce petit embout qu'il y a à l'avant du bateau. Eh bien, ça, c'est le bateau. Ça, c'est le quai. Le petit embout, il est coincé sous le quai. Il a éperonné les quais et du coup, il peut plus bouger. Vous voyez l'énorme porte-container à côté de la petite grue, toute petite, tout à côté. Ce qui est relativement rigolo aussi et très 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 con, c'est le dernier trajet qu'a fait
le bateau en question avant de sombrer, donc vous l'avez à gauche, et bon, ça a la forme je peux dire bip sur Twitch, ça a la forme d'un pénis. Euh, alors, et ce qui est assez rigolo, c'est toute la discussion qu'il y a eu dans le Twitter anglophone suite à ça. C'est-à-dire qu'il y a actuellement une longue discussion pour savoir si, oui ou non, il est possible que le bateau ait dessiné enfin, comment dire, pour savoir quelle est la raison qui a amené le bateau à avoir cette forme de trajet. Donc, très vraisemblablement, il semblerait que Ivry pilote un bateau dans le canal de Suez. Tout à fait. Très vraisemblablement, il semblerait que quand un bateau jette l'ancre pour patienter, parce que par exemple, il doit attendre pour passer le canal, bah, il se retrouve de temps en temps à faire des tours et que ça peut former ce genre de tours. Et des gens parlent comme exemple des tours que peuvent faire les avions dans le ciel avant d'atterrir, ce qui peut aussi former ce genre de forme. Mais des gens sur Twitter ont été regarder exactement où est-ce que le bateau a fait ses tours, ont repéré que, semble-t-il, ce n'est pas une zone où tu peux poser une ancre, et donc il y a tout un tas de spéculations sur le fait de savoir si oui, vu la taille du bateau, est-ce que la taille des ronds est réaliste par rapport au fait que ce soit une ancre, est-ce qu'il est possible que le bateau soit et effectivement jeter son ancre à cet endroit-là, et tout un tas d'autres choses. C'est assez rigolo à regarder, et c'est juste rigolo à regarder parce que il y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Et je n'ai pas lancé Telegram, ce que je vais lancer immédiatement. Waouh, oui, j'ai toutes les... Oh oui. Alors... il est très très cool ton... Alors attendez 2 secondes, je vais vous mettre l'image que Simon vient de m'envoyer sur Telegram, mais ça va être un tout petit peu compliqué parce que il faut que je me l'envoie à moi-même. Tun, 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 tun. Alors hop, 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 et procrastination. Voilà, je pense qu'elle est assez drôle. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer le, la revue de presse, en tout cas. Et peut-être le stream aussi. J'ai un tout petit doute en mode est-ce que j'enchaîne avec un petit peu d'écosystème. En fait, le souci d'écosystème, c'est... Bon, allez, je vais enchaîner avec un petit peu d'écosystème dans ce cas-là. S'il y a demande, le souci d'écosystème, c'est que ça va être très très lent et qu'il va me falloir un petit moment pour faire ça correctement. Dans la mesure où là, je suis pas vraiment paramétré pour capter. Donc, attends, je vais mettre en plein écran et je vais faire mes petites manips pendant ce temps-là. Je vais peut-être être un peu moins réactif sur le chat parce que je l'ai plus alors, sachant qu'écosystème, ça va être... la semaine prochaine, on va avoir une revue de presse écosystème, donc faut pas que j'en dévoile trop. Donc, je dois configurer correctement la capture de l'autre côté. Il faut que j'enlève tout ce dont il n'y a pas besoin. Genre l'overlay. Le chat Twitch, je vais le